En quoi vous êtes-vous bonifié par rapport à 2007 et 2008, vous l'ancien président de l'UMP Martinique, qu'on croyait il y a encore quelques mois en retraite politique? Quoi, je me suis bonifié? Vaste question. Je crois qu'il faudrait poser cette question-là à ceux qui m'observent, mais si on peut considérer que l'âge est un facteur de sagesse, certainement que j'ai une plus grande sérénité, oui, une plus grande sérénité, je dirais ça comme ça. Je suis certainement beaucoup plus serein et le recul que j'ai pris m'a permis de relativiser beaucoup de choses. Et donc, voilà, je dirais que j'ai gagné en sérénité. Pour relancer la consommation, faut-il augmenter les salaires ou voyez-vous d'autres solutions? Je pense qu'il faut surtout faire baisser les prix et mieux contrôler l'évolution des prix. Bien évidemment, la hausse des salaires est aussi nécessaire quand elle est possible, c'est-à-dire quand la situation économique des entreprises, qui est d'ailleurs quelquefois très différente, hein, même dans un contexte dépressif, il peut y avoir des entreprises qui marchent bien, ou dans un système en expansion et en développement, il peut y avoir des entreprises qui ont des difficultés ou des secteurs d'activité. Donc il faut toujours regarder ce qui est possible et faire pour le mieux dans un monde où malheureusement tout n'est pas possible. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut surtout faire en sorte que les prix baissent. On peut faire baisser les prix ici, on peut faire baisser les prix de l'eau, on peut faire baisser les prix du téléphone, on peut faire baisser les prix d'Internet, on peut faire baisser les prix de Canal+, on peut faire baisser le prix des prestations bancaires, autant de choses qui pèsent sur de manière récurrente, c'est-à-dire en permanence sur la consommation des ménages et donc sur le niveau de vie. Que préconisez-vous pour réduire le chômage chez nous? Alors pour moi, il faut faire feu de tout bois, évidemment. Mais il y a des secteurs qu'il faut privilégier, ce sont ceux qui sont susceptibles de créer le plus rapidement des emplois. Et parmi ces secteurs, tout le monde a convenu d'identifier, je dois dire que je me suis beaucoup battu pour cela, mais tout le monde a convenu d'identifier que le tourisme était un secteur prioritaire. Nous sommes, avec la Guadeloupe, les seules îles de la Caraïbe à n'avoir pas gagné le pari du tourisme. Tous les autres ont créé des emplois de manière importante et significative dans le secteur du tourisme. Nous n'en avons pas créé suffisamment et depuis quelques années, nous avons même perdu des emplois. Et donc il y a là un gisement important que, pour ma part, j'estime à 4 ou 5 000 emplois supplémentaires, parce que je pense qu'on peut doubler le nombre de salariés qui vivent directement ou indirectement du tourisme. Donc il y a un effort à faire, il faut une prise de conscience, il faut mettre les moyens, il faut une adhésion générale. Le tourisme, c'est l'affaire de tous. Si chaque Martiniquais et chaque Martiniquaise ne se sent pas concerné, impliqué du haut en bas de toute l'échelle et de tous les métiers de la Martinique, eh bien nous n'aurons pas une activité touristique comme c'est le cas dans les autres îles. Il faut qu'on ait bien conscience que en fait, le tourisme, c'est accueillir l'autre chez soi. Et chez nous, c'est la Martinique. C'est notre pays à chacun d'entre nous. Et nous avons donc une mission, une responsabilité à ce niveau-là, d'accueillir, ce qui est en général agréable, quand on le fait agréablement. Et puis, accueillir l'autre, c'est l'ouverture sur l'autre, mais c'est surtout aussi une nécessité pour nous. C'est l'emploi. Et puis, il y a un deuxième élément important pour moi, en ce qui concerne la création d'emplois. Il faut développer une politique économique qui permette de créer des emplois dans des secteurs où la compétitivité est insuffisante du fait de la taille de la Martinique, du fait de la dimension de notre île, du fait de la dimension de nos marchés, du fait des handicaps liés à l'éloignement. Eh bien, il faut compenser tous ces handicaps, toutes ces difficultés. En tout cas, il faut les compenser de manière significative pour faire ce qu'on fait pour la banane. On accepte de tenir un raisonnement. Et moi, je veux me positionner en termes de raisonnement. Il n'est pas acceptable qu'il y ait ici 3 fois plus de jeunes au chômage qu'en métropole. Et de manière structurelle, depuis toujours, c'est comme ça, et puis on a l'air de l'avoir accepté. Bien de la même manière qu'on considère qu'il est légitime, et je le considère qu'il est légitime, même indispensable d'aider la production agricole, et notamment celle de la banane, qui, sans les aides européennes et sans le soutien de l'État français, ne pourrait pas continuer d'exister ici. Et donc on perdrait 3000 emplois, imaginez la catastrophe. Bien, ce raisonnement-là, il faut l'étendre à d'autres secteurs d'activité qui sont soumis aux mêmes contraintes. Et donc,
il faut faire en sorte que l'on compense les handicaps. Je ne veux pas d'une économie assistée, je le dis encore une fois. Je veux d'une économie compensée. Et il faut compenser tous les handicaps. Et parmi les handicaps, il y a le financement des entreprises, il y a le coût des entrants, il y a les coûts d'exploitation, etc., etc. Il faut évaluer quel est le différentiel de compétitivité par rapport à nos concurrents, que nos concurrents soient le reste de la Caraïbe ou le reste du monde ou l'Europe, et il faut compenser ces handicaps. Quelles réformes pourraient rendre nos entreprises plus compétitives à l'export? Bien, la réforme que je vous ai indiquée, tout simplement. Ce qui pourrait les rendre plus compétitives, ce serait évidemment d'être très attentifs au climat social. Les entreprises sont fragiles et elles sont encore plus fragiles quand elles dépendent de l'extérieur. C'est le cas du tourisme, qui est une entreprise qui se produit ici, mais qui est une entreprise d'exportation, puisqu'on n'exporte pas des produits, mais les clients viennent consommer sur place des services. Et donc on est en concurrence avec l'extérieur. Eh bien, ce sont des économies fragiles, il faut donc qu'il y ait un climat social qui s'y prête. Et donc il faut que nous fassions tous un effort pour aller dans le sens d'un meilleur dialogue. Ça suppose de part et d'autre. Et puis, pour améliorer la compétitivité, il faut aussi que nous ayons conscience et que nous comprenions qu'il faut que nous nous adaptions en permanence. Il ne faut pas que nous ayons des attitudes ultra conservatrices en matière d'organisation du travail. Le monde change et la Martinique doit regarder le monde qui change et accepter, non pas se résigner, mais accepter les nécessités de ce monde en évolution. Vous serez favorable à des exonérations? Je suis pour la zone franche globale sur la Martinique. Je pense que ces exonérations sont un élément de compensation essentiel. Et quand je dis qu'il faut compenser les handicaps, c'est ce que je veux dire. Si pour d'autres raisons il y a des surcharges chez nous, eh bien, il faut les alléger en mettant en place des compensations et des exonérations. Je peux vous dire, c'est comme si un petit peu on demandait au chef d'entreprise martiniquais de courir un 100 mètres, sauf qu'au lieu de le courir à plat comme les autres, il est contraint de le faire dans une côte avec un sac à dos chargé. Eh bien, il faut nous enlever le sac à dos, ou il faut nous donner un peu d'avance pour nous permettre d'arriver, au moins d'avoir une chance d'arriver avant ou en même temps que les autres. Sinon, nous n'y arriverons pas. Selon vous, quels sont les autres axes essentiels dont on devrait mettre le plus l'accent dans les 2 prochaines années? Le tourisme, encore une fois, et l'autosuffisance alimentaire. Il est en effet aberrant de constater que l'essentiel de notre alimentation, qu'il s'agisse de la fourniture de viande, de toutes les viandes, ou qu'il s'agisse de produits de la terre, donc des légumes, des agrumes, etc., que même voire des fruits tropicaux qu'on ne trouve quasiment plus aujourd'hui. Pour nos hôtels, nous avons besoin de produits, il faut qu'on puisse contractualiser avec les producteurs pour qu'ils nous fournissent à des prix évidemment qui sont compatibles avec l'exercice de nos activités des uns et des autres, mais qu'ils fournissent la matière première. Pour cela, s'ils ont des difficultés à produire à des niveaux de prix compatibles avec, je dirais, l'écoulement des produits, il faut que l'on compense les surcoûts de production. On en revient toujours à cela. Il faut que l'on occupe tous les espaces que l'on peut occuper, notamment au niveau de la production agricole, et il faut, pour occuper ces espaces, dans certains cas, et malheureusement je crains que ce soit quasiment dans tous les cas, il faut mettre en place des méthodes de compensation. Elles existent pour les spéculations. Les seules spéculations agricoles qui fonctionnent sont celles, et d'ailleurs il n'y a pas de complexe à avoir là-dessus. C'est le cas en Europe, c'est le cas pratiquement dans beaucoup de pays du monde en tout cas, l'agriculture est soutenue de manière importante. Eh bien ici, il faut qu'on soutienne l'agriculture, mais il faut aussi qu'on soutienne le tourisme, et il faut qu'on soutienne d'une manière générale toutes nos activités qui sont en concurrence avec l'extérieur. Nicolas Sarkozy a-t-il été pour vous le président de la rupture? Oui, de beaucoup de points de vue, il a été le président de la rupture. Il a engagé beaucoup de chantiers courageux en France, il a fait beaucoup de changements. Il a donné aux universités l'autonomie, ce qui était une demande depuis longtemps, mais que beaucoup hésitaient à faire en raison, n'est-ce pas, du conservatisme. Et puis tout le monde aujourd'hui s'en réjouit. Il a été le président qui a mené à son terme
la réforme sur les retraites, qui était indispensable et qui avait été repoussée par les gouvernements précédents par lâcheté, tout simplement, parce qu'ils savaient que ce n'était pas, je dirais, une mesure facile à faire accepter, mais heureusement qu'il a eu le courage d'impulser et de mener à son terme cette réforme. On voit bien aujourd'hui l'état de la Grèce ou de l'Espagne, et on se rend bien compte de ce qu'aurait été l'état de la France si ces réformes structurelles n'avaient pas été menées. Il a été aussi le candidat, le président de la rupture en ce qui concerne le regard sur l'outre-mer. Il a mis fin à un regard paternaliste qui était celui, malheureusement, trop souvent, qui avait cours avant, pour nous engager dans une démarche responsable. Et je ne suis pas surpris d'ailleurs qu'il l'ait fait, puisqu'il a souhaité que nous soyons les acteurs de notre propre développement. C'est ce qu'on appelle le développement endogène. Le développement endogène, c'est tout simplement le fait de nous donner les moyens d'assurer notre propre développement. Ce qui n'exclut pas, au contraire, je puis dire, au contraire, l'exercice de la solidarité nationale, qui est un élément de la cohésion française, de la cohésion nationale française. Mais chaque région ayant ses particularités, et nos îles ayant leurs particularités, eh bien, il convient d'adapter le modèle économique de développement à nos réalités. Quel est votre modèle économique? Mon modèle économique, c'est celui qui a pour objectif et pour finalité de satisfaire aux besoins de l'homme. Et donc pour cela, il faut évidemment qu'il y ait la notion d'efficacité qui se traduit par le résultat. Il faut produire plus qu'on consomme pour produire, ça paraît évident, mais et donc de ce point de vue-là, je pense que le modèle libéral est un modèle économique qui permet de satisfaire aux besoins le mieux de l'homme, parce qu'il est réactif, parce qu'il répond bien, mais en même temps, il y a la nécessité de le tempérer, d'où la nécessité d'une intervention publique, de manière à éviter qu'il n'y ait des excès qui se produiraient naturellement si on laissait se confronter les seules forces du marché, et notamment éviter des effets sociaux préjudiciables aux citoyens, à la population, dans un contexte de concurrence sauvage. Donc, un modèle équilibré, un modèle qui à la fois laisse l'expression individuelle, mais qui en même temps contrôle l'exercice de cette expression pour éviter les abus. Quel est votre personnage politique préféré? Alors, en remontant dans le temps, sans hésiter, je vous dirais le général de Gaulle, parce qu'il incarne une période dramatique de l'histoire de la France et du monde, où il y a des hommes qui ont résisté au renoncement, qui ont résisté à la barbarie, qui ont résisté à l'asservissement, et qui ont résisté à la tentation de collaborer. Vous savez, il y a des moments dans l'histoire où on a le sentiment que la force est d'un côté, et puis il y a des gens qui, tout en considérant cette force, considèrent que d'abord l'excès de force peut être nuisible, et puis qui continuent d'évaluer et de préserver, de tenter de préserver des valeurs, et qui acceptent, même en ayant le sentiment d'être minoritaire, de ne pas céder à la facilité et de ne pas venir apporter leur force à cette force, simplement parce que il serait presque naturel de le faire dans un intérêt personnel. En d'autres termes, si vous voulez, moi je considère que c'est une grande qualité que de savoir dire non dans certaines circonstances. Et donc je pense que le général de Gaulle a dit non quand il fallait dire non. Et donc c'est certainement pour moi un modèle, et puis cette approche, je dirais, pratique, pragmatique, qui fait que il a considéré que les choses, comme il disait, les choses étant ce qu'elles sont et ne pouvant être autrement, il y avait lieu d'y apporter les réponses, même si elles ne paraissaient pas dans l'immédiat évidentes. Il avait aussi beaucoup de recul sur l'histoire, et donc il considérait la vie politique en gardant toujours à l'esprit la notion de temps. Je crois qu'on peut céder au mode du moment, mais qu'il y a l'histoire d'un pays, et si on veut savoir où on va, il faut d'abord savoir d'où on vient, et puis il y a les forces, je dirais,
sociales qui sont la résultante de cette histoire. Donc il faut considérer tout cela pour essayer d'interpréter l'avenir et de se projeter. Donc voilà. Alors, de manière, je dirais, plus locale et plus proche, certainement que un homme comme Max Élisée ou Léon Laurent Valère sont des hommes d'attachement à des valeurs qui nous rassemblent. Bien évidemment, je ne m'omettrai pas de citer également Césaire, parce que ce serait faux de dire qu'il n'y a pas une part d'inspiration qui me vient de lui, mais une inspiration malgré tout des uns ou des autres que je veux avec un regard critique, parce qu'il ne faut jamais adhérer et idolâtrer et être aveugle sur ce que les hommes ont nécessairement de bien, mais aussi quelquefois les contrastes que l'on peut trouver dans l'engagement de celui-ci ou de celui-là. Donc je demeure à la fois je dirais, très admiratif d'un certain nombre d'hommes, mais je ne perds jamais mon sens critique, parce que je pense que quand vous perdez votre sens critique, vous perdez une part de votre humanité.